Bonjour à tous. Ma dernière vidéo parlait de la piraterie durant l'Antiquité, c'est donc assez logiquement qu'aujourd'hui nous allons nous intéresser à la piraterie au Moyen-Âge. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, je vous invite à aller la regarder avant de visionner celle-ci, vous avez un lien en description. Pour cette vidéo, j'ai choisi d'opter pour un plan davantage géographique, car si durant l'Antiquité, la piraterie dans les mers du Nord est quasiment inexistante, au Moyen-Âge, ce n'est pas le cas et il se trouve qu'elle est bien différente de la piraterie qui a cours dans les mers du Sud. On va donc commencer par parler de la piraterie dans les mers du Nord. Le problème du début du Moyen-Âge est exactement le même que celui de la fin de l'Antiquité. On a très peu de sources. L'Europe occidentale ne formant plus un tout uni sous l'autorité de Rome, chaque royaume vit un peu sa vie dans son coin et ne prend pas toujours le temps de raconter son histoire. Et quand il le prend, la piraterie n'est clairement pas la première chose à laquelle il fait allusion. Sans compter que les passages qui parlent de ce qui pourrait être des raids de pirates sont souvent ambigus et assez peu clairs. En plus de cela, l'utilisation même de la notion de piraterie au Haut Moyen-Âge est difficile. Après la chute de l'Empire romain, il n'y a plus aucune loi ni aucune autorité supérieure qui soit en mesure d'interdire ou d'arrêter les pillages venus des mers. Mais du coup, s'il n'y a aucune loi pour sanctionner le brigandage maritime, techniquement la piraterie n'existe pas. En plus, on a régulièrement des seigneurs qui sont censés incarner l'autorité qui vont eux-mêmes aller piller les côtes de leurs voisins. Mais bon, on ne va pas s'arrêter à cette définition et on va quand même parler de la piraterie, sinon la vidéo va s'arrêter maintenant. Ce que l'on peut dire, c'est que d'une façon générale, le Haut Moyen-Âge est une période de grande impunité pour la piraterie. Les différents royaumes de cette époque ayant déjà bien du mal à contrôler les territoires qu'ils sont censés dominer, la lutte contre la piraterie et le contrôle des mers n'est clairement pas leur priorité. L'Empire romain avait bien éradiqué la piraterie, mais comme je vous le disais à la fin de la vidéo précédente, elle commence à réapparaître sur les côtes de la Gaule au IIIe siècle. Ces pillards sont appelés francs par les sources, même si l'on ne sait pas vraiment s'il s'agissait réellement de francs. Du IVe au VIe siècle, la nature de ces pillards des mers change et ils sont désormais identifiés comme des Saxons. Après l'effondrement du pouvoir romain, l'insécurité maritime atteint son apogée dans le golfe de Gascogne, dans la Manche et dans la mer du Nord. Des pillards probablement venus du Danemark ou de Scandinavie s'ajoutent aux Saxons. Les côtes de l'ancienne Bretagne romaine sont elles aussi soumises à des raids maritimes menés par les Pictes venus d'Écosse et par les Scots venus d'Irlande. À partir du 7e siècle, le développement de comptoirs commerciaux pourtant non fortifiés vont faire reculer la piraterie. Certaines personnes qui se livraient à la piraterie de façon occasionnelle vont totalement abandonner cette pratique pour avoir recours au commerce, une activité légale, beaucoup plus lucrative et beaucoup moins dangereuse. Il y a toujours des pirates, mais ils sont trop peu nombreux et trop peu organisés pour représenter une réelle menace pour ces comptoirs commerciaux. Cette sécurité retrouvée ne va pas durer puisque dès le siècle suivant, une nouvelle menace maritime va apparaître, les Vikings. Les Vikings ne peuvent pas vraiment être considérés comme des pirates, mais ils ont fait la loi sur les mers du Nord pendant près de 3 siècles. Il faut donc en parler. La motivation première des raids menés par ces hommes du Nord semble être l'acquisition de richesses. En gros, ils traversent la mer, ils pillent et ils s'enrichissent. Si on s'arrête à cela, les Vikings sont assez proches des pirates. Mais ils ne font pas que piller, leurs expéditions ont aussi pour but de développer leur commerce et parfois de trouver de nouvelles terres à cultiver. Certains se sont même convertis au christianisme et ont passé le reste de leur vie à combattre d'autres Scandinaves comme Olafr Haraldsson, que l'on ne peut clairement pas considérer comme un simple pirate. Intéressons-nous quand même à la partie la plus pirate des Vikings, à savoir le pillage. Pour mener ces raids, les Vikings utilisent principalement 2 types de navires. Les Langskip tout d'abord sont les plus grands et peuvent transporter jusqu'à une centaine d'hommes en armes. Ils servent surtout pour de grandes expéditions de conquête.
À côté de ça, on avait aussi les Snegja, des navires plus petits qui pouvaient transporter 2 fois moins d'hommes, mais qui étaient aussi beaucoup plus maniables. Ils étaient donc plus adaptés à des opérations de piraterie de mer, côtière ou fluviale. Car la caractéristique principale de ces navires est qu'ils avaient un faible tirant d'eau, ce qui leur permettait de remonter les fleuves pour mener des raids à l'intérieur des terres. En plus de cela, les navires vikings étaient stables et rapides, ce qui les rendait particulièrement efficaces. Une flotte de ces navires pouvait en quelques jours seulement quitter la Scandinavie, piller un monastère, capturer des moines et revenir en Scandinavie pour vendre son butin. Ces opérations nécessitent quand même en amont une reconnaissance des routes commerciales et une identification des cibles potentielles. Il arrivait aussi que les Vikings établissent des bases terrestres où ils restent plusieurs mois, voire plusieurs années, afin de piller toute une région. C'est par exemple ce qu'ils ont fait en Bretagne au début du Xe siècle. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet, si ça vous intéresse, le lien est en description. Quoi qu'il en soit, la rapidité des Vikings sur terre comme sur mer fait qu'ils sont très difficiles à combattre. Les Francs se retrouvent démunis face à cette menace. Après le règne de Charlemagne, les défenses côtières sont laissées à l'abandon et le temps de lever une armée pour les combattre, les Vikings sont déjà partis. Charles le Chauve fait barrer les grands fleuves avec des ponts fortifiés pour tenter de les stopper, mais cela se révèle moyennement efficace. Finalement, les souverains préfèrent payer les Vikings pour qu'ils s'en aillent plutôt que de les combattre. Durant cette période où les Vikings dominent les mers, la piraterie plus traditionnelle a pratiquement totalement disparu. Mais toutes les choses ont une fin et les raids vikings commencent à disparaître à la fin du Xe siècle, pour tout un tas de raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer ici. Ce qui fait qu'une nouvelle piraterie va les remplacer à partir du XIe siècle. À cette époque, la féodalité se développe et morcelle les pouvoirs dans le royaume franc. Les droits seigneuriaux vont se développer comme le droit d'épave qui permet à une communauté sous l'autorité d'un seigneur de récupérer tout ce qu'il trouve dans les épaves de bateaux qui se sont échoués sur les côtes qui dépendent de l'autorité de leur seigneur. Cela inclut évidemment la cargaison que transportent les navires de commerce. Certains vont donc abuser de ce droit et eux-mêmes provoquer des naufrages afin de récupérer ces marchandises. Plus au nord, les côtes flamandes et néerlandaises vont servir de base de repli aux nombreux bannis et rebelles hostiles au roi d'Angleterre. On peut citer l'exemple d'Osgod Clapa, issu de la haute aristocratie anglaise qui est exilé en 1046. Il va trouver refuge en Flandre, d'où il va mener de nombreux actes de piraterie contre les côtes anglaises. Au XIIe siècle, la piraterie continue à se développer et on peut citer 3 régions principales qui servent de base aux pirates. La mer d'Irlande, les côtes des Pays-Bas et le sud de la mer Baltique. Cette piraterie reste quand même très liée aux querelles entre les différents seigneurs et elle va connaître une évolution importante au XIIIe siècle. Mais avant de parler de cela, intéressons-nous à ce qui se passe dans les mers du sud et plus particulièrement en Méditerranée entre le 5e et le 12e siècle. La mer Méditerranée a toujours été une mer de piraterie. C'était vrai durant une bonne partie de l'Antiquité et c'est toujours vrai au Moyen-Âge. Mais comme on l'a vu dans la précédente vidéo, l'Empire romain a fait disparaître cette piraterie au 1er siècle. Et même si l'Empire romain d'Occident s'affaiblit de siècle en siècle et finit par disparaître en 476, l'Empire romain d'Orient reste lui puissant et maintient une flotte d'une centaine de navires afin d'assurer l'ordre en Méditerranée. Une certaine piraterie commence tout de même à réapparaître, les pirates vandales. Ces derniers se sont emparés de Carthage et mènent des raids de pillage contre Rome en 451, contre la Corse en 452 et contre les villes de la côte adriatique en 474. Mais jusqu'au 7e siècle, les Byzantins dominent la Méditerranée et globalement la piraterie reste marginale. Les choses vont cependant changer au cours du 7e siècle, car une nouvelle religion va apparaître et va totalement bouleverser l'équilibre géopolitique de la région. Cette religion, c'est l'islam. L'islam, qui apparaît au Moyen-Orient, connaît une expansion territoriale très rapide et quand les Arabes s'emparent de la Syrie-Palestine, ils obtiennent les moyens techniques et humains de concurrencer la flotte byzantine.
Ces derniers sont désormais trop occupés à lutter contre l'expansion musulmane et délaissent totalement leur rôle de police des mers, ce qui fait qu'au 8e siècle, la piraterie classique va réapparaître et une nouvelle va même émerger, la piraterie musulmane. Au début du 9e siècle, le monde musulman n'est plus unifié et la dynastie aghlabide va mener de nombreux raids de piraterie contre les côtes italiennes et le sud de la France actuelle. Ils attaquent Lampedusa et Civitavecchia en 803, la Corse et la Sardaigne en 810 puis à nouveau en 812, Marseille en 838 et même Arles en 842. En plus de cela, des pirates venus d'Andalousie, qui est désormais sous contrôle musulman, s'emparent de l'archipel des Baléares et la transforment en un véritable nid de pirates. Ces pirates musulmans sont bien souvent des groupes organisés qui échappent au pouvoir central. Notons d'ailleurs que dans les sources musulmanes, ils ne sont pas qualifiés de pirates. Il n'est fait mention que d'expéditions maritimes menées sous l'autorité du calife ou du sultan et dans le cadre du djihad, dans le but d'affaiblir les forces chrétiennes. Mais dans les faits, on est bien forcé de reconnaître qu'il s'agit bien de pirates qui n'obéissent à aucune autre autorité que la leur. Mais il ne s'agit pas forcément de mauvaise foi de la part des sources musulmanes. Il s'agit plus d'une différence de point de vue, car dans le monde musulman, toutes les opérations de guerre, aussi appelées djihad, sont forcément menées sous l'autorité d'un souverain légitime. Dans ces conditions, pour eux, il n'y a pas lieu de parler de piraterie, c'est en gros un point de vue différent. Quoi qu'il en soit, ces pirates musulmans sont si efficaces et si peu combattus qu'ils vont s'emparer de la Crète et en faire une base de pirates, à l'instar des Baléares. De là, ils vont ravager la mer Égée pour capturer des esclaves et imposer un tribut à tout un tas d'îles se trouvant dans cette région. Entre les Baléares et la Crète, c'est finalement la Sicile qui finit par tomber entre les mains des pirates musulmans. De là, ils vont mener des raids contre les côtes italiennes et un certain Abla finit même par s'emparer de la ville de Bari en 841. Il faudra quand même 20 ans de guerre et une alliance entre Carolingiens et Byzantins pour les en déloger. Bref, vous l'aurez compris, au 9e siècle, la situation en Méditerranée est totalement chaotique. Et encore, je n'ai même pas parlé des quelques raids vikings qui ont lieu à ce moment-là. L'état de guerre quasi permanent et l'instabilité politique des différentes puissances étatiques font que personne ne s'occupe de la sécurité sur mer. Très rapidement, des pirates principalement issus du monde musulman ont profité de cette instabilité pour s'emparer de différentes îles et en faire des bases fixes. Une situation de chaos et d'insécurité que la mer Méditerranée n'avait pas connue depuis le 2e siècle avant Jésus-Christ. Il existe encore des pirates chrétiens ou vikings dans les mers du Sud, mais au 9e siècle, c'est principalement la piraterie musulmane qui impose sa loi, même si les Byzantins font de nombreux efforts pour reprendre l'initiative sur mer. Il faut dire que ces pirates sont plutôt bien équipés. Le navire qui domine désormais, c'est la galère armée, un navire propulsé par 140 à 160 rameurs. On est bien loin des équipages de quelques dizaines de pirates de l'Antiquité. Les Byzantins utilisent à peu près les mêmes navires que les pirates, ce qui rend l'éradication de ces derniers d'autant plus compliquée. Malgré tout, les Byzantins ne comptent pas rester passifs face à la piraterie. La flotte impériale byzantine se développe au cours du Xe siècle, surtout sous le règne de Romain Ier, qui fait également réaménager des ports de la Corne d'Or. Dès la fin du Xe siècle, les Byzantins peuvent intervenir efficacement contre les pirates en mer Égée, en Adriatique et même en Sicile. Parallèlement, en Italie, les autorités locales vont s'organiser pour lutter contre la piraterie. Les cités italiennes se développent et gagnent en importance, tandis que dans le même temps, le monde musulman apparaît de plus en plus divisé. De grandes cités marchandes apparaissent comme Pise, Gênes ou Venise. Le commerce maritime étant très important pour ces cités, elles investissent massivement dans la lutte contre la piraterie. On note aussi que la Sicile est progressivement conquise par les Normands au XIe siècle, ce qui fait disparaître l'une des principales bases terrestres des pirates. Le pouvoir musulman entreprend également de lutter contre la piraterie, car il entend bien profiter de l'essor commercial de la Méditerranée, notamment via les ports de Tunis ou de Béjaïa. D'une façon générale, le commerce est désormais plus rentable et moins risqué que la piraterie.
Tout cela fait que progressivement la Méditerranée repasse sous domination latine et que la piraterie diminue sans pour autant disparaître. Cette piraterie va aussi se diversifier et on voit apparaître de plus en plus de pirates issus des grandes cités italiennes. Les autorités musulmanes et chrétiennes vont d'ailleurs tolérer une certaine forme de piraterie à partir du moment où elles peuvent en retirer des profits. Entre le XIIIe et le XVe siècle, la piraterie va beaucoup évoluer. Au XIIe siècle, tant dans les mers du Nord que dans les mers du Sud, la piraterie est étroitement liée aux États ou aux souverains qui tolèrent cette piraterie à partir du moment où elle ne s'en prend pas à leurs intérêts ou alors où elle s'en prend aux intérêts de leurs adversaires. Eh bien, ce phénomène va faire qu'au XIIIe siècle va se développer une pratique non officielle que l'on appelle la lettre de marque. La marque autorise des victimes de piraterie à se dédommager directement auprès de la nation à laquelle appartient ces pirates, la nation étant considérée comme solidaire. Cette pratique n'aura pas de base juridique avant le XVIe siècle, mais sa genèse se situe bien au XIIIe siècle. Ces lettres de marque sont délivrées de façon totalement officielle et précisent clairement auprès de qui la victime peut demander réparation et ce qu'elle peut demander en réparation. L'application de ces lettres de marque est parfois assez aléatoire, mais lorsqu'elle concerne de grosses cités marchandes, elle est prise très au sérieux. Par exemple, si des pirates génois attaquent et pillent des marchands vénitiens, l'application de la lettre de marque accordée aux marchands vénitiens risque de dégénérer en une guerre ouverte entre les deux cités. Certains pirates vont utiliser ces lettres de marque pour justifier le fait qu'ils attaquent des navires de telle ou telle nation. À partir du XIVe siècle, la délivrance de ces lettres est quand même un peu plus encadrée et désormais, seul le souverain d'un État peut en délivrer. Au XVe siècle, la marque va conduire à des négociations ou plutôt des tentatives de négociation entre différents États afin de limiter l'impact de la piraterie. Entre 1411 et 1414 par exemple, le duc Jean V de Bretagne et le roi Henri V d'Angleterre négocient pour tenter de limiter les dommages que les pirates bretons causent aux Anglais et que les pirates anglais causent aux Bretons. Autre exemple, en 1485, les couronnes de France et d'Aragon parviennent à s'entendre sur les pirates qu'ils doivent combattre. On voit alors apparaître ce que l'on appellera plus tard des corsaires, des pirates légaux au service d'un État et détenteurs d'une lettre de marque que l'on distingue des pirates sans foi ni loi qui attaquent n'importe qui. Ce sont donc toutes ces structures de la piraterie moderne qui se mettent en place à la fin du Moyen-Âge. La lettre de marque et les accords entre les États montrent quand même leurs limites dans certains domaines, en particulier lorsque le monde chrétien est confronté au monde musulman. Car d'un point de vue religieux, c'est toujours vu comme honorable de combattre des infidèles sur mer. Mais d'un autre côté, cela pourrait nuire au commerce, voire détruire des accords commerciaux. On voit alors apparaître dans les mers du Sud ce que l'on appelle des corso-pirates, qui, comme leur nom l'indique, sont un peu un mélange entre des corsaires et des pirates. Ils dépendent d'un État, mais disposent d'une très large autonomie. Les équipages de corso-pirates pouvaient monter jusqu'à 200 personnes pour une galère et menaient des raids contre les installations côtières mal protégées. Pour ce qui est d'attaquer des navires en pleine mer, c'est souvent l'arbalète et l'abordage qui sont privilégiés. Chaque État va alors avoir sa propre politique. Gênes, par exemple, choisit d'envoyer ses corso-pirates en mer Égée pour qu'ils soient suffisamment éloignés de la cité italienne et donc qu'ils ne gênent pas trop ses relations internationales. A l'inverse, Venise s'empare de la Crète à la suite de la 4e croisade et décide d'utiliser l'île pour mettre en place une sorte de police de la mer et ainsi protéger ses intérêts. Les cités italiennes vont aussi utiliser leurs corso-pirates pour servir leurs propres intérêts. Pour reprendre l'exemple de Gênes, sous prétexte de mener une croisade et de combattre les infidèles, la cité italienne va mener vers 1390 de nombreux raids contre les côtes tunisiennes, dans le but à peine caché de détruire toutes les installations vénitiennes se trouvant là-bas, ce qu'elle va parvenir à faire. Vous l'aurez compris, malgré un semi-contrôle des États sur la piraterie, la situation en Méditerranée ne s'est pas vraiment améliorée à la fin du Moyen-Âge.
En 1204, la France s'empare de la Normandie. Couplé à la mort d'Aliénor d'Aquitaine, cet événement va totalement bouleverser l'équilibre de la région. Désormais, la Manche est partagée entre deux couronnes rivales, la France et l'Angleterre. Les conséquences sont immédiates, les réseaux marchands sont sectionnés, les rivalités portuaires sont exacerbées et les affrontements maritimes se multiplient. Dans ce contexte, au début du XIIIe siècle, apparaît une piraterie qui se caractérise par la trahison et le retournement de veste. Je suis Urgan, dit l'homme Goujon, chevalier des mers au service de votre seigneurie. Chevalier des mers, c'est ça que vous faites partie de la flotte? Ah non, oulala. Vous êtes à mon service de quoi alors, je comprends pas? Non mais je suis pirate. Pirate? Et vous êtes au service de votre cul alors? Est-ce que vous voulez me chanter avec votre chevalier des mers? Non, mais attendez, quand il dit au service de votre seigneurie, c'est maintenant. Celui qui illustre le mieux cela, c'est sans doute Eustache le Moine. Petit noble boulonnais devenu pirate, il met ses navires au service du roi d'Angleterre et au service du roi de France. Il est toléré par les deux souverains tant qu'il est utile, mais il finit par être décapité en 1217 à la suite d'une défaite navale. Dans les siècles qui suivent, du golfe de Gascogne à la mer du Nord, la piraterie va surtout être menée par des bandes d'écumeurs. Ces écumeurs naviguent sur des navires de pêche ou de commerce, armés pour la capture en mer. Leur équipage comprend 10 à 15 personnes, parfois moins, et ils vont s'embusquer à l'embouchure de fleuves ou au bord d'îles proches de routes commerciales afin de surprendre leur proie. Ils utilisent leur discrétion et leur rapidité pour aborder des navires, les piller et repartir. Visiblement, les écumeurs sévissaient surtout en temps de paix. On peut donc supposer qu'au moins une partie d'entre eux servait dans la marine de guerre de la France ou de l'Angleterre. Les autres étaient des marchands qui écumaient pour arrondir leur fin de mois. La piraterie n'était jamais pour eux une activité à temps plein. L'enrichissement personnel est évidemment la motivation principale des écumeurs, mais elle n'est pas la seule, il y a aussi la vengeance. On a plusieurs cas de petits nobles totalement ruinés qui risquent le bannissement ou la confiscation de leurs terres, qui vont investir tout ce qu'il leur reste dans un navire et une bande d'écumeurs afin d'attaquer les navires commerciaux du souverain qui veut confisquer leurs terres ou les bannir. Un exemple célèbre de cela est celui d'une femme, Jeanne de Belleville. Son mari, Olivier IV de Clisson, est exécuté par le roi de France en 1343, dans le difficile contexte de la guerre de succession de Bretagne. Jeanne doit alors s'enfuir en Angleterre, et elle en profite sur le chemin pour attaquer plusieurs navires de commerce français. Comme avec les corsos pirates, la lettre de marque atteint ses limites avec les écumeurs. Une lettre de marque émise par la France n'est pas reconnue par l'Angleterre, et inversement. Par conséquent, un équipage peut être considéré comme corsaire par un État et comme écumeur et donc pirate par un autre. Bien souvent au Moyen-Âge, la piraterie est très liée aux États et elle s'adapte aux changements de contexte géopolitique et économique. La fin du Moyen-Âge et ses nombreux bouleversements vont apporter plusieurs évolutions à la piraterie, et notamment la lettre de marque qui préfigure les corsaires et la piraterie de l'époque moderne. D'ailleurs, je n'ai pas spécialement prévu de faire de vidéos sur la piraterie moderne, mais si le sujet vous intéresse, j'ai matière à la faire, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrai toujours travailler là-dessus plus tard. En attendant, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur la piraterie au Moyen-Âge. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne. C'est toujours le meilleur moyen de me soutenir et de soutenir mon travail. Pour la suite, on se retrouvera avec une nouvelle vidéo sur la série des empereurs romains, qui sera donc consacrée à Domitien, et d'autres vidéos sur lesquelles je commence à travailler, qui, je pense, devraient vous plaire. Voilà, donc à très bientôt, prenez soin de vous, portez-vous bien.